Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. C'est par la poésie que Gaëlle Josse est entrée en littérature. Elle a publié plusieurs recueils, jusqu'à ce jour où elle découvre un tableau d'un peintre flamand qui la happe littéralement. Sur cette toile, une femme, de dos, dont il devient urgent pour Gaëlle Josse de raconter l'histoire. Son premier personnage est là, et le roman naît. Les Heures silencieuses paraît en 2011. En 13 ans, 13 autres livres suivront, des romans, des essais, un recueil de microfiction. Tous nous embarquent dans des univers différents, font exister des personnages, réels ou fictionnels, disent la force de l'art, pictural, photographique ou musical, et mettent des mots sur nos émotions avec une grande justesse. Au cours de ce deuxième épisode de notre podcast avec Gaëlle Josse, nous continuons de parcourir son atelier d'écrivain, ses obsessions, son processus d'écriture, la façon dont le désir d'écrire naît et grandit. Une conversation émaillée de conseils de lecture et d'extraits, et qui commence avec la nuit. J'avance à la lueur des mots, certitude vacillante, et la nuit tout autour. Ce sont des vers issus de votre recueil « Et recoudre le soleil » et apparaît ici cette idée de la nuit qui est très présente dans toute votre œuvre. La nuit qui peut être un moment de désir, d'attente, de vacillement. Cahier blanc pour nos histoires, écrivez-vous aussi. Elle est aussi au cœur de votre dernier livre, « À quoi songe-t-il ce que le sommeil fuit ?» C'est un recueil de microfiction, des portraits intenses de vie ordinaire que vous saisissez en quelques pages, en vous tenant au plus proche des émotions qui les traversent, et qui ponctue un long poème sur la nuit. Alors qu'est-ce qu'elle représente pour vous la nuit ? Est-ce qu'elle constitue un réservoir infini d'émotions, de réflexions, de vérité, de fragilité ? Est-ce qu'elle peut être aussi un moment d'écriture ? La nuit est un temps et un espace très, très particulier, très, très paradoxal. C'est un petit peu, une fois que sont tombés les vestiges du jour, que reste-t-il ? Et ce sont des moments où on est très, très nu, très fragile, face à nous-mêmes, face à tout ce qui constitue notre vie. C'est un moment où on n'a plus à tricher, on n'a plus rien à prouver. Les masques sont tombés, les rôles sociaux, professionnels, tout ce qu'on essaie de jouer plus ou moins bien dans la journée sont également tombés. Donc, qu'est-ce qui remonte à la surface ? Et c'est dans ce face-à-face qu'il y a finalement je pense, des choses très, très aiguës, très profondes qui émergent. Et là, la nuit est ce temps à la fois de détente, de repos, mais aussi, paradoxalement, un temps qui peut être un temps d'hyperactivité cérébrale, d'hyper-lucidité, où on ressent les choses avec une acuité toute particulière, parce que justement, il n'y a plus rien autour. Il y a cette espèce d'écrin, de cocon, où toutes les formes, tout est estompé. Il ne reste plus que ces moments, oui, je crois, de vérité. Il y a une microfiction qui contient, je crois, le seul jeu du livre, et dans laquelle vous parlez d'écriture. Est-ce que vous accepteriez de nous lire un extrait ? D'accord. Il y a des mots qui demandent à être déposés là. Des mots qui se bousculent face à la nuit, des mots nés de la nuit. Elle ne sait pas où ils l'emmèneront, mais ils apparaissent, ils l'emportent. Alors il faut leur faire de la place, les écouter venir et leur tendre l'espace de la feuille. Un passage se dessine, tracé par un couloir de mots, et rien d'autre ne compte que cet instant. Quelque chose se creuse au cœur de l'obscur, quelque chose d'oublié et d'abandonné, d'incertain, qui demande à vivre. L'abat-jour éclaire la main et le stylo. Derrière elle, le lit ouvert attend. Quelque chose est en train de naître sur les lignes irrégulières, tracées avec hâte. Elle écoute et elle accompagne cette naissance. Où qu'elle soit, quand l'écriture est là, elle est son foyer, son arbre, son monde au bord du monde. L'écriture se faufile entre les silences. Elle cherche ce qui n'a pu être dit, ce qui fait peur, ce qui fait cri, ce qui fait joie,
Elle cherche le passage secret, un jour entrevu, le cours d'eau où elle est à la dérive. Elle sursaute. Une porte claque, celle de la chambre voisine, des voix, femmes et hommes mêlés, et le silence. Il y a de la vie quelque part ici, autour d'elle, une vie bien présente, mais invisible. Elle se demande à quoi ressemble ce couple de l'autre côté de la cloison. La femme brune en manteau beige aperçue à la réception, ou l'étudiante en sac à dos et dreadlocks arrivée juste après elle. Le commercial en parka rouge North Face sur costume gris avec une grosse mallette. Au loin, elle perçoit le tintement étouffé des portes de l'ascenseur quand il s'arrête à son étage. Parfois, l'écriture l'emmène au bord du vide et la retient là, sur cette frontière. Puis au dernier moment, elle la sauve de l'effroi, de la tiédeur, du demi-jour et des colères tristes. Elle poursuit son travail obscur de sourcière. Elle écrit ce qui se tisse sous sa main, ce qui demande à venir. Elle écrit un morceau de nuit traversé d'un vol d'oiseaux, d'un trait de lumière. Elle ne sait pas où ça l'emporte. Peut-être écrit-elle ce lieu aussi, celui qu'elle habite en rêve, là où les champs de blé viennent caresser la mer. Elle écrit, j'écris. Ces microfictions, elles constituent un tour de force, mais tout en douceur. En quelques mots, vous nous embarquez dans une situation, auprès de personnages au bord du vacillement. Vous nous menez au plus proche de leur questionnement. Vous nous tenez éveillés aussi. Comment est-ce que vous avez travaillé cette forme très courte ? Est-ce qu'elle a tout de suite existé dans cette économie de mots, ou est-ce qu'il s'est agi de couper, de polir chaque phrase, de revenir à l'essentiel, en s'appuyant sur l'immense force évocatrice de chaque mot ? Alors, pour écrire aussi court, non, j'ai pas coupé. En fait, c'est rarissime, même quasiment, ça n'arrive jamais que je coupe un texte, parce que j'écris déjà extrêmement resserré, extrêmement court. Donc, si je dois couper quelque chose, c'est un peu un crève-cœur. Bon, après, il arrive qu'il y ait évidemment des choses qui se façonnent à la relecture, mais sur le format, non. Il n'a pas été question d'écrire pour chacun 20 pages et d'en garder 5. Non, pas du tout. Chacune s'est écrite un petit peu les unes après l'autre. Il y a la première qui est née très, très simplement d'un soir à la fenêtre et de constater que toute la nuit noire est là autour et qu'en face, il y a une fenêtre, une seule, allumée avec une silhouette. Une espèce d'effet de miroir assez étonnant. Donc évidemment, je ne sais pas qui est cette personne, si c'est un homme, une femme, quelqu'un de jeune, d'âgé, je ne sais pas pourquoi il est là. Je me dis, on ne se connaît pas, on ne partage rien, si ce n'est qu'il fait nuit, que tout le monde dort et que nous, on est éveillés. Il y a quelque chose qui nous tient éveillés. Donc j'ai essayé d'imaginer. Et puis après ça, d'autres vies, d'autres histoires sont venues se présenter et j'ai essayé de les accueillir, ce qui a abouti à ce recueil où il y a, je crois, 33 ou 34 microfictions, très très courtes nouvelles, où dans chacune, un personnage, homme, femme, couple, enfant, va se trouver seul face à sa fenêtre dans la nuit, avec avec sa vie, avec ses questionnements, dans des moments de bascule, des moments de vacillement, des moments de doute, des moments de souvenirs, des moments de remords, des moments aussi de joie, de projet, parce que la nuit permet d'accueillir à la fois les choses qui nous portent, mais aussi les choses qui nous hantent. Elle ne peut se détacher de la vitre. Elle n'a pas osé ouvrir, malgré la chaleur. Peur de faire du bruit, d'attirer leur attention et de les faire fuir, comme des chats craintifs, comme des oiseaux. Ils sortent du café d'en face. Ils sont presque les derniers. Seules 2 ou 3 tables paraissent encore occupées à l'intérieur. La terrasse s'est vidée. Ils ont fait quelques pas sur le trottoir, sans hâte, serrés l'un contre l'autre. Ils ont attendu de sortir du halo du café. Elle porte une jupe courte en tissu foncé qui fait paraître ses jambes très blanches. Lui porte un pantalon en toile et un t-shirt noir.
et ce sont ses bras qui paraissent très clairs. Ils s'arrêtent, se tournent l'un vers l'autre avec lenteur, avec une infinie lenteur, comme s'ils pivotaient juste sur leurs pieds, au ralenti, et ils s'embrassent. Ses bras forment un cercle blanc autour de ses épaules, et à côté d'eux, rien d'autre que l'obscurité sur ce trottoir désert. Derrière la fenêtre, elle n'a pas bougé. Elle a envie d'ouvrir, de respirer l'air tiède, mais elle attend, elle les regarde encore. Elle pense à cette chanson. Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout devant les portes de la nuit. Elle pense aux mots de Prévert, elle se dit qu'ils sont là, les enfants qui s'aiment. Elle ne voit pas leur visage, mais elle devine qu'ils sont beaux. On est toujours beau quand un visage amoureux se penche sur soi. Elle les regarde avec douceur, comme si son propre regard les protégeait. Ils sont seuls, ils sont nus dans l'immensité de leur joie. Elle croise les bras autour de ses épaules, du bout des doigts elle effleure son cou, et elle frissonne. Quand, la dernière fois? Elle soupire, relève la tête et regarde par la fenêtre. Ils sont partis. Une microfiction extraite d'À quoi songe-t-il, ce que le sommeil fuit, de Gaël Josse. Lorsque Gaël Josse est venu à Dialogue, une rencontre en public animée par notre libraire Michael a également eu lieu au café de la librairie. Un temps d'échange riche et convivial, au cours duquel Gaël Josse s'est notamment exprimée sur le processus d'écriture d'un roman. En voici un extrait où elle parle de la phase de relecture et du regard de l'éditeur. Là, c'est le temps de relire, c'est-à-dire de se questionner sur ce qu'on fait, sur la langue, sur ce qui va pas, sur ce qui fonctionne, sur ce qui chiffonne un peu, à quel moment il faut ménager des respirations, à quel moment il faut le coup de cymbale, à quel moment il faut la petite dissonance qui vient un peu questionner, à quel moment il faut tourner la page pour aller au chapitre suivant. Et puis, à chaque relecture, le texte s'enrichit. Le premier jet, c'est un arbre dont il y aurait le tronc et puis les 3 grandes branches. Et puis, à chaque relecture, des petites branches qui poussent, des petites fleurs, des petites feuilles, etc. Et à la fin, ça fait quelque chose qui va avoir sa densité finale. Parce que l'écriture génère en fait de l'écriture qui se réajuste en permanence à ce qui vient d'être écrit. Et au bout d'un moment, quand au fil de X relectures, de mon point de vue, je ne peux plus rien corriger parce que j'ai l'impression que je suis arrivée au bout de ce que j'étais capable d'en faire, là, c'est le moment de le confronter à un premier lecteur, déjà. Un premier lecteur ou au regard... Je crois que votre mari est le premier lecteur de... Souvent, oui. Pas systématiquement, mais souvent. Et au regard plus professionnel de l'éditeur ou de l'éditrice, avec lequel ça va générer un échange. Beaucoup de questions, surtout. Et à partir de toutes ces questions, ça amène à réfléchir comment aller plus loin. Est-ce qu'il y a des choses qui sont nécessaires? Est-ce qu'il y a des choses qui sont indispensables? Et puis surtout de se caler vraiment sur, en fait, quel était mon désir quand j'ai écrit ça. Voilà. Et d'essayer de porter le texte le plus loin possible. Voilà. Je sais que pour La Nuit des Pères, par exemple, mon éditrice, quand elle a reçu le texte, elle me dit « Ouais, c'est bien, ok, on va le faire. » Mais il y a des trucs... est-ce que là, tu es sûr que tu es allé au bout? Bah non. Toute seule, j'y vais pas, quoi. D'être montée sur le grand plongeoir. Elle vous oblige à... Voilà, vous regardez le truc, vous dites « Oh là là, c'est loin, c'est froid, je vais me faire mal. Voilà, non, je ne suis pas sûre d'y aller. » Par contre, quand vous avez quelqu'un qui monte avec vous derrière le grand plongeoir mais qui dit maintenant tu ne redescends pas, voilà, c'est là que ça se passe. On se dit là, il faut y aller. Et c'est vrai que dans La Nuit des Pères, il y avait des choses qui pour moi étaient... je crois que c'est le roman le plus intime. N'était pas simple forcément à écrire, même si c'est pas une autofiction. Là, je me suis dit là, si tu es un peu honnête avec toi, faut y aller, quoi.
Et La Nuit des Pères, c'est effectivement un roman d'une rare intensité. Nous retrouvons tout de suite Anthony, bibliothécaire à la médiathèque des Capucins, à Brest, qui nous présente. À l'ombre de ta colère, mon père, je suis né, j'ai vécu et j'ai fui. C'est par cette phrase tranchante que s'ouvre le 9e roman de Gaëlle Josse, peut-être le plus à vif qu'elle ait jamais écrit. Isabelle est documentariste, elle travaille sur les fonds marins et vient de perdre son compagnon d'une crise cardiaque lors d'un tournage. Alourdie de cette peine, elle revient dans le village familial niché à l'ombre des Alpes. C'est son frère, Olivier, qui l'a appelé. « Ce serait bien que tu viennes, lui a-t-il dit au téléphone. Il faut qu'on parle de papa. » La santé de leur père décline, rongée par le temps. C'est la mémoire qui commence à lâcher, confie son frère. Il a la maladie de l'oubli. Olivier croit venu le moment de réunir la famille pour d'ultimes retrouvailles. Partie il y a longtemps, Isabelle redoute ce retour, cette confrontation avec ce père honni, caché dans une vilaine armure d'impatience et de colère, comme elle le décrit, incapable de l'aimer elle, sa fille qui tremble. Ces trois-là vont se retrouver, 4 jours durant, dans le huis clos du chalet familial où se sont noués tant de brimades, tant de déchirures. Sous le regard acéré d'Isabelle, des souvenirs nets comme des plaies à vif remontent à la surface. C'est sa voix à elle qui irrigue, sous la forme d'un journal, ce roman ardent, qui se déploie comme une adresse, une interpellation même au père. La voix de ta fille revenue, écrit-elle, ta fille froissée qui est là et qui essaie de se tenir droite dans le vent. Héritons-nous de la nuit de nos parents, des secrets dissimulés et de leur part obscure? C'est dans ces méandres que nous plonge Gaëlle Josse. Son père, qui l'a autant construite que détruite, elle est revenue l'ausculter, avec pour décor cette montagne qui revêt la même ambivalence que lui, à la fois objet de fascination et d'effroi. Ce faisant, elle enchevêtre habilement passé et présent, les souvenirs de la narratrice qui contrastent avec l'effacement de la mémoire du père. Elle livre, dans une sécheresse de mots, l'accumulation des violences invisibles qui longtemps continuent d'érafler l'âme. Tu ne seras jamais aimé de personne. Tu m'as dit ça un jour, mon père. Tu vas rater ta vie. Tu m'as dit ça aussi. De toutes mes forces, j'ai voulu faire mentir ta malédiction. La malédiction n'a pas eu lieu. Pour combattre le poids de l'héritage paternel, Isabelle a fui. Elle s'est émancipée, le corps en apesanteur dans l'eau, devenu son élément. Sans se défaire de la brume, c'est ailleurs qu'elle a pu avancer, se composer une vie. Et ce père alors, que se passe-t-il lorsque l'ogre devient un vieil être fragile et démuni? L'espace de 3 dîners, elle retrouve un père affaibli et noyé, submergé même par sa propre histoire, qui un soir, évoquant le froid, la nuit, lâche pour la première et dernière fois le souvenir traumatique. C'était la guerre, là-bas, en Algérie. 28 mois de vie volée, et puis un jour une patrouille qui sombre dans l'abject et ne cessera de hanter ses nuits. Le silence honteux qui entoure les guerres coloniales a laissé tant de traces. C'est le livre qui puise le plus dans le matériau autobiographique confié Gaëlle Josse. Et ce tissage d'intime et de fiction qui nous montre aussi, à travers le parcours d'Isabelle, que nos choix de vie nous ramènent parfois malgré nous au père, à la mère, la transmission familiale comme une balise dans la nuit. Au cours de cette conversation, on est en train de parler beaucoup d'écriture, on tente d'en déceler les mécanismes, les habitudes, les intentions, la façon dont un texte se construit. Et puis en même temps, pour vous, je crois que tout cela relève aussi beaucoup de l'intuition, qui a une grande place laissée à l'inconscient dans la naissance de chaque roman, de chaque texte. Comment est-ce qu'on cultive alors cette intuition et en quoi est-ce qu'elle est essentielle ? Je ne sais pas si on la cultive. Peut-être est-ce qu'il faut simplement accepter de la laisser venir et de voir ce qui émerge. J'ai toujours l'impression que construire un roman, il y a évidemment une part de volonté, de travail. Il faut y aller, il faut mener ça le mieux possible jusqu'au bout. Mais sur ce qui va s'écrire, c'est quand même plutôt les sujets qui viennent à ma rencontre que l'inverse. À chaque fois que j'ai essayé d'être un petit peu, de décider des choses, en disant tiens là, il y a un sujet qui m'intéresse, j'aimerais bien faire quelque chose là-dessus, ça n'a jamais marché.
parce qu'il faut croire que c'était trop volontariste, trop construit, et ça fonctionne pas. En revanche, voilà, ça peut être une conversation entendue, quelques mots échangés, une situation vécue, quelque chose qu'on vous raconte, un lieu, un souvenir, quelque chose qui émerge, quelque chose qui va rencontrer à un moment le réel et qui va y avoir ce détonateur qui à un moment va exploser et va allumer la mèche. Et c'est là que ça part. Donc je crois qu'il est vraiment essentiel d'écouter son intuition. Parce que quand quelque chose est là, quelque chose est fort, on le sait. On sait que c'est là qu'il faut aller. Vous savez, il faut que ce feu, que cette flamme qui naît, il soit quand même très très fort. Parce qu'on va vivre avec pendant quand même de longs mois, voire de longues années. Donc s'il n'y a pas vraiment quelque chose de très fort, de très nécessaire, qui va être aussi difficile, il va y avoir du découragement, il va y avoir des doutes, etc. Mais évidemment, on ne va pas y aller. Oui, il y a une nécessité de chaque roman, il y a un grand désir d'écrire aussi qui est essentiel. Ce désir, est-ce qu'il grandit de livre en livre? Est-ce que chacun des livres le nourrit, le rend plus fort? Ou bien est-ce qu'il pourrait s'épuiser? Est-ce que si la nécessité disparaissait, il faudrait cesser d'écrire? Ah là, vous faites allusion à une grande angoisse, je pense, que chaque écrivain doit connaître. C'est à la fin de chaque livre. Est-ce que j'ai encore des choses à dire? Est-ce que j'ai encore la force, l'envie, l'énergie d'y aller? Ça consomme énormément d'énergie d'écrire, même si c'est des livres qui font un nombre de pages très limité, ça brûle énormément. Il y a un côté, une espèce d'énergie mentale qui est extrêmement forte, qui consomme beaucoup. Donc, on se demande toujours si après celui-là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y aura toujours quelque chose qui va venir? Et s'il n'y a rien qui vient, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je suis au bout de ce que j'ai à dire? Alors, là, je suis tentée de vous dire qu'il faudrait aussi savoir accepter que le temps du silence est arrivé. Même si, évidemment, on se dit que c'est un crève-cœur de voir sa capacité créatrice s'effilocher ou s'arrêter. Je sais pas quoi vous dire. Bien sûr, on espère qu'il y aura toujours quelque chose en se gardant toujours quand même dans l'idée de ne pas faire le livre de trop, le mauvais livre, le livre qui n'est pas nécessaire. Voilà, je voudrais arriver à avoir cette vigilance. Il est un autre roman de Gaël Josse où il est question de désir, non d'écrire, mais de vivre. Un désir qu'il s'agit de retrouver pour Clara, le personnage principal de ce livre. Son titre est Ce matin-là. C'est un coup de cœur de notre libraire Rosen qui nous en dit quelques mots. Ce matin-là de Gaël Josse, c'est un livre qui est paru en 2021 aux éditions Noir sur Blanc et qui est disponible en livre de poche chez J'ai lu. Un livre dans la délicatesse autour du personnage de Clara, qui est une femme de qui, vue de loin, on pourrait dire qu'elle a tout réussi dans la vie. Elle a un travail dans une grande entreprise et puis en même temps, elle a un petit ami, elle est très investie dans son travail. Sauf qu'un matin, Clara, elle part au travail, elle veut démarrer sa voiture, mais sa voiture ne fonctionne pas. Alors elle réfléchit, elle se dit mais comment je vais faire? Tous ses rendez-vous dans la journée à annuler. Elle se prépare déjà à enchaîner, à être à 100% pour gérer son problème. Puis elle remonte dans son appartement. Et puis là, d'un coup, boum, elle s'écroule. Elle s'assoit par terre, son dos contre le mur, les jambes repliées, la tête entre les jambes, ça suffit, elle en peut plus, elle ne veut plus. Et là, donc, burn-out, dépression, elle se prend tout en pleine tête, le travail qui va plus, qui ne lui plaît plus, qui va à l'encontre de ses valeurs, la pression continuelle, et puis surtout, se souvenir un jour d'il y a 12 ans, son père qui a fait un AVC. À ce moment-là, Clara, elle avait des projets plein la tête. Elle allait enseigner le français à l'étranger. Mais comme sa mère n'a pas pu assumer toute seule, elle a décidé de s'occuper de son père.
En quelques mots, c'est un livre sur un sujet très fort et douloureux, mais qui arrive quand même à être lumineux parce que Clara, elle lutte pour s'en sortir, elle se questionne, elle se remet en cause, et finalement, grâce à son amie Cécile qui va lui tendre la main, elle réussit à retrouver la lumière. De livre en livre, le nombre de vos lecteurs ne cesse de grandir parce que quand on commence à vous lire, à découvrir votre façon de dire des vies et des silences, de mettre des mots sur des émotions invisibles, de faire naître des personnages dont on se sent si proche, on est embarqué et on vous suit. Alors quel est votre rapport aux lecteurs ? Est-ce qu'ils existent pour vous et est-ce que vous pensez à eux au moment de l'écriture ? Alors, ils existent très fort une fois que le livre est sorti, parce que ce sont des rencontres comme celle qui nous réunit aujourd'hui, et c'est toujours des très beaux moments avec une attention, une écoute que je trouve absolument extraordinaire, avec aussi une capacité à faire surgir des choses que moi je n'avais pas forcément vues ou qui restaient complètement inconscientes. Donc c'est toujours des échanges qui sont très riches, très passionnants, ou ce que viennent aussi vous confier les lecteurs quelquefois dans les moments de rencontre plus individuels, quand on signe les livres. L'impression que le livre, en fait, crée un raccourci entre deux personnes et qu'on vient souvent me confier des choses qui sont... c'est beaucoup, je trouve, d'estime et de confiance qu'on me fait, et ça me touche toujours énormément. Et au moment de l'écriture ? Et alors oui, au moment de l'écriture, ben là, paradoxalement, je crois qu'il ne faut pas trop penser au lecteur. Parce que sinon, on se sent moins libre, évidemment. On se dit, tiens, est-ce que ça va plaire ? Est-ce que ça va marcher ? Ça, c'est vraiment les mauvaises questions, je crois, pour un auteur à se poser. Parce qu'à ce moment-là, on présuppose ce que le lecteur a envie de lire, ce qui est complètement idiot parce qu'on n'en sait rien, évidemment. Et heureusement, sinon, ça serait du best-seller au kilomètre. Il n'y aurait pas ces surgissements de petits livres, quelquefois, qu'on voit chaque année, le truc inattendu, mais voilà, le livre qui émerge, qui touche, et on ne sait pas pourquoi. Ça, je trouve ça absolument fabuleux. Et puis, ça voudrait dire qu'en fait, on essaie de fabriquer un truc, quoi. Qu'on est un petit peu dans un esprit un peu commercial, un peu marketing, en essayant de cibler les sujets qui marchent, le type de personnage qui marche, en essayant de faire un truc un peu qui peut avoir un écho sociétal. Je crois qu'il vaut mieux se dispenser de tout ça et être au plus près de son désir et de sa sincérité d'auteur. Alors, on a commencé cet entretien en parlant de votre rapport très fort à la lecture. Est-ce que pour terminer, vous accepteriez de nous parler de quelques livres qui vous ont marqué récemment ? Alors, je pense très spontanément le livre de François Bégodeau, L'amour, qui est un livre d'anti-héros où il ne se passe rien. Et c'est bouleversant parce que ce sont vraiment deux vies minuscules qui sont en couple un peu... C'est pas la passion non plus, c'est pas la passion amoureuse, mais bon, ils ont fait vie ensemble, ils ont fait couple ensemble, et ça va jusqu'au bout, malgré tout, sans grand décor, avec très peu de moyens, et ça va jusqu'au bout, et ça dessine deux vies, et finalement, je crois que le titre est parfait, énormément d'amour qui ne se la raconte pas, voilà, qui ne cherche pas à dire on vit une histoire d'amour formidable. Ça, c'est bravo. De quoi je peux vous parler d'autre ? J'ai eu La Sentence de Louise Erdrich, qui est une auteure américaine d'origine allemande et amérindienne que j'aime particulièrement. Un livre très foisonnant, très extraordinaire, qui se passe beaucoup d'ailleurs dans une librairie qui est visitée par un fantôme d'une lectrice. Alors tout ça, ça semble très fantastique, mais en fait, quand on le lit, ça paraît complètement naturel. Et aussi les rapports d'un couple sur fond de... Il y a un moment où le virus arrive, il y a du confinement, mais ce n'est pas central. Et puis il y a aussi la police, les assassinats et les émeutes.
auquel ça a donné lieu, l'émotion que ça a créé. Et puis cette librairie qui est le cœur, le foyer d'énormément de choses, avec une jeune femme avec un destin un peu difficile. Et puis aussi une très belle histoire de couple avec son compagnon. Pareil, une histoire très, très pudique. Je trouve que c'est un roman qui embrasse énormément de choses. C'est très foisonnant et c'est toujours très, très juste. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce double épisode des éclaireurs de dialogue avec Gaëlle Josse est terminé. Un immense merci à Gaëlle Josse, Laure, Michael, Rosen et Anthony. J'espère que cette plongée dans le parcours et l'œuvre de cette autrice que nous aimons beaucoup à Dialogue vous a donné envie de lire. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres cités au fil de la conversation en description de cet épisode. Et si vous venez nous voir à la librairie, nous serons ravis de vous les mettre entre les mains et d'en parler avec vous. Si vous avez aimé ces épisodes, on compte sur vous pour en parler autour de vous et les recommander chaudement à tout votre entourage. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À très vite et belle lecture d'ici là.